Père de Jong, c'est un personnage crucial pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous nous rejoignez, merci beaucoup. Père de Jong, qui a été aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac, qui a été au cœur vraiment du dispositif nucléaire dans ce qu'il a de plus concret. Je vous en prie, on va échanger les places. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci à vous. Merci de nous rejoindre et de réagir d'abord à cette déclaration tellement forte de la Maison-Blanche ce soir. C'est évidemment l'un des événements majeurs, les États-Unis, par la voix du conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui déclare, on va voir sa déclaration, que l'Amérique et ses alliés ne resteront pas inertes. Toute utilisation d'armes nucléaires aura des conséquences catastrophiques pour la Russie. L'Amérique et ses alliés agiront de manière décisive si la Russie utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine. Père de Jong, comment comprendre cette déclaration ? C'est une déclaration d'équilibre par rapport à une menace. Et ce qui veut dire également, c'est que les Américains ont peut-être une information sur la possibilité, je dirais, à court terme ou moyen terme, de l'usage de l'armement tactique, sachant que dans la doctrine russe, il est prévu d'utiliser l'armement tactique. C'est un armement qui se tire à quelques centaines de kilomètres, quelques milliers de kilomètres. C'est des armements de petit calibre, entre guillemets, tout est relatif. Mais l'impact, si vous voulez, symbolique du nucléaire est tel, c'est que c'est plus qu'un problème pour l'Ukraine et pour la Russie, c'est un problème, je pense, pour la nature humaine, pour l'homme de façon générale. C'est-à-dire que personne n'a osé, depuis 1945, tirer un missile, qu'il soit nucléaire, tactique, stratégique, etc. C'est phénoménal. Il faut bien s'attarder sur la déclaration. Il y a plusieurs gradations dans les mots, mais il y a aussi, il dit simplement que l'arme tactique, là, on a un degré de précision. Oui, c'est-à-dire, non pas nécessairement en dehors de l'Ukraine, c'est-à-dire il n'y a pas besoin qu'un pays de l'OTAN soit touché. Ça aussi, c'est une nuance très importante. Oui, effectivement, ils peuvent tirer. Le tactique, c'est du court terme, hein. C'est de courte distance. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera tiré probablement sur des concentrations de blindés ukrainiens, par exemple. Mais là, il y a un engagement des États-Unis à dire, contrairement à ce que disaient certains commentateurs ces derniers temps, disant s'il y a un tir nucléaire tactique quelque part en Ukraine, l'Ukraine n'étant pas dans l'OTAN, il n'est pas sûr que les Américains réagissent. Là, ils disent oui, nous réagirons dans tous les cas. Oui, mais pas nucléaire. Vous avez remarqué qu'il n'utilise pas le mot nucléaire. Il va utiliser le mot décisif. Quelque chose. Décisif, conséquences catastrophiques. Voilà. Donc, l'usage de la sémantique est très important. Encore une fois, le nucléaire, c'est politique, donc c'est sémantique, donc c'est de la rhétorique. Et on voit bien que la rhétorique utilisée est une rhétorique, je dirais, de menaces, et en même temps, vous savez, le nucléaire, on ne dit jamais, l'ennemi ne doit jamais savoir où se situent vos intérêts vitaux, quelque part. On ne sait jamais. Donc là, vous voyez bien que la ligne n'est pas tracée. Ceci étant dit, la menace est relativement claire, parce qu'avec une bordée de missiles de croisière sur une ville où vous rasez tout par la force des choses. Donc si vous voulez, la menace est quand même effective. C'est très précieux de vous avoir ce soir. On va développer ce thème nucléaire dans un instant. Vous êtes l'homme, par exemple, qui a expliqué à Jacques Chirac, vous avez fait la passation de pouvoir Mitterrand-Chirac, qui a expliqué à Jacques Chirac comment fonctionnait le processus très concret de décision nucléaire. Vous ne dites pas tout, évidemment, parce que vous êtes tenu au secret, mais il y a une partie de ce que vous racontez qui explique ce qu'est la dissuasion française, et on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, l'autre camp. En Russie, on voit cette mobilisation tellement massive. On disait 300 000, c'est bien plus que ça sans doute. On est à 1 million d'hommes et peut-être davantage qui sans doute seront appelés sous les drapeaux. Est-ce que là, il y a aussi une autre déclaration de guerre plus forte que ce qu'on pensait ? En fait, la période est totalement passionnante pour un observateur comme je le suis. En même temps, elle est dramatique, parce qu'on voit bien que la politique a changé. La stratégie de Poutine vient d'évoluer depuis le 21 septembre, depuis l'annonce, si vous voulez, de cette mobilisation partielle générale, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On ne le saura d'ailleurs jamais. Et donc, le problème, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en situation défensive. C'est la première fois depuis le 24 février qu'il change de posture. Et là, la défensive lui permet tout. Lui permet de faire une conscription, d'envoyer 300 000 hommes sur le front, de menacer tout le monde. Il est en défensive, donc il va récupérer une forme de... Moralement, si vous voulez, il est en défensive. On va l'attaquer maintenant. Et c'est un changement majeur. On a certains indices. On commence à avoir des témoignages de villages, comme reculés, où tous les hommes du village sont mobilisés. Donc, comme vous le dites, c'est pas partiel. Ça rappelle évidemment 14-18, les villages avec les monuments aux morts, où tous les hommes étaient partis. Là, on a des villages où tout le monde part. Encore une fois, vous savez, la Russie, c'est une démocratie à l'envers, quelque part. Donc le vrai problème qu'on va avoir, c'est qu'on ne le saura jamais. Vous savez, l'assiette, comme on dit, la masse potentielle, elle fait à peu près 10 millions. On sait que les réservistes qui étaient référencés comme réservistes, c'est 1,2 million, 1,5 million à peu près. Donc
Donc c'est dans cette masse-là qu'il est en train de prendre. Donc il y a 300 000 hommes, mais demain il en perd encore 50 000, il en prend 50 000 autres. Donc tu veux dire que cette masse d'1 million d'hommes, elle va aller bien évidemment sur le terrain. Et pour faire quoi? Pour quelle mission? Pour faire de la mission de garde-barrière. Parce que si vous voulez tenir les quatre régions, si vous voulez, qui ont choisi globalement de devenir russes, il faut du monde. Les carrefours, les routes, les frontières, etc. Puis c'est du linéaire. Donc quelque part, il va mettre tout ça, ce million d'hommes va se retrouver là, et puis il va attendre, va faire les garde-barrières. Alors, ils ne seraient pas tous l'assaut, et on n'est pas à Stalingrad tous les matins, mais quand même, ils vont être en première ligne et ils vont servir à ça. C'est pour ça qu'il faut du monde, il faut de la masse. Oui, il y a une masse, ces territoires occupés, annexés du point de vue de la Russie, unilatéral, encore une fois, référendum contesté par la quasi-totalité du reste du monde, pas tout le monde, mais enfin presque tout le monde, et une sorte d'occupation avec ce million d'hommes qui va geler la situation, en tout cas dans l'esprit de Poutine. Vous savez, il y a les guerres de trois types. Les guerres du troisième type, c'est les guerres cognitives, les guerres de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Les guerres du deuxième type, c'est les guerres industrielles. On produit de l'armement en grand nombre et toujours le même. C'est la guerre de sécession 14-18. Et puis vous avez les guerres du premier type, c'est le précaré, le champ de bataille. C'est du territoire, vous voyez. Et là, on revient vers les guerres du premier type. C'est qu'en fait, Poutine nous fait revenir, si vous voulez, au XVIIe ou XVIIIe siècle. On met les gens en ligne, la bonne troupe. Et d'ailleurs, on voit la troupe qui est là. C'est de la troupe de paysans, c'est de la troupe d'ouvriers. Donc ils vont les aligner, c'est la chair à canon. Des chair à canon, dites-vous, ces territoires parfois lointains, l'exemple de la Bouriatie, qui est très très à l'est, on rappelle là l'immensité de ce territoire, hein, l'immensité de la Russie avec tous ces fuseaux horaires. Le plus grand pays du monde, pas le plus peuplé, ils sont 150 millions, un peu moins. Oui, c'est pas beaucoup. Le Daghestan, cette république qui est là, on la voit pas si loin d'ailleurs que l'Ukraine, tout étant relatif, c'est là où on assiste ce soir aux signes de résistance les plus marqués. Regardez cette séquence. Не давай, мы хотим войны. А почему вы сейчас забираете нашу оккупацию? На кого напали? Куда? На Россию куда? Они не то, что Россию напала. Это мы напали на Украину. Россия напала на Украину. Россия напала на Украину. Нет войны. Нет войны. Нет войны. Нет войны. Нет войны. Нет войны. Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Alors, ce qui se passe là est très important. On le rappelait, immensité de la Russie, donc c'est un point. Il faudra voir la suite. Mais là, c'est de l'opposition. C'est pas simplement passif. C'est pas des gens qui traînent les pieds. C'est des femmes, des mères, des épouses qui s'opposent. C'est paradoxal, c'est que vous savez que pendant la guerre en Afghanistan, c'est les mères qui ont été en première ligne. Mais seulement elles ont été en première ligne quand les premiers cercueils revenaient. Il y a un excellent livre qui a été écrit sur les cercueils de zinc, où on ne savait pas qui était dedans, et on leur rendait des corps dans les cercueils soudés. Et là, on voit que les mères ont encore ce passé qui existe, et elles sont en première ligne. Et ça, c'est compliqué. Parce que je pense qu'on peut tout prévoir, si vous voulez, mais on ne peut pas prévoir, si vous voulez, des réactions des mères de famille, des sœurs, des familles, etc. Et là, les opinions publiques sont vraiment de travailler au corps. En même temps, il faut relativiser. C'est-à-dire que, vous savez, on fait un spot sur le Daghestan, région éloignée, etc., avec quelques femmes, etc. Mais en fait, à l'image de la Russie, aujourd'hui, si vous voulez, l'énorme majorité des conscrits, de ceux qui partent, ils partent. Effectivement, vous voyez, il y a assez peu de résistance. Alors c'est vrai qu'il y a des colonnes de voitures qui partent vers la Pologne, enfin qui partent vers la Turquie ou ailleurs, etc. Mais encore une fois, ça reste, je dirais, ça reste pas. On n'est pas encore dans la masse. Vous voyez, on n'est pas encore dans la résistance passive et dans le fait que toute une génération refuse d'y aller. On n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des signes avant-coureurs qui sont extrêmement inquiétants. Et j'imagine que Poutine, au Kremlin, il doit avoir ça d'un œil attentif parce qu'il y a des élections qui doivent théoriquement arriver, etc. Donc, est-ce qu'il resserre le kiki de la Russie en disant on part pour un tour et je suis le tsar de toutes les Russies et maintenant on arrête, mais je ne sais pas ce qu'il va faire. À mon avis, il est dans une situation qui est extrêmement complexe et je pense que rien n'était prévu. Là, on est vraiment dans l'improvisation un petit peu massive quand même. Il y a beaucoup de scènes comme celle-là, quelques-unes plutôt, plus exactement, d'opposition réelle, mais il y a beaucoup d'opposition un peu molle, de résistance passive, de scènes, on l'a vu tout à l'heure, et on va en voir d'autres, d'alcoolisme, de désordre, de bagarre. L'alcoolisme, on se rend compte, c'est un vieux cliché russe, mais ce n'est pas qu'un cliché, c'est à une échelle immense dans ce pays.
C'est vraiment, je pense que les 300 000 hommes ou le million d'hommes qu'il va faire rentrer sous le drapeau russe, parce qu'au passage, il a promis dans les républiques, auprès des gens d'Asie centrale qui travaillent à Moscou, dans les grandes villes, il leur a promis, c'est le deuxième amendement qui a été transformé hier, hein, il leur a promis la nationalité s'il rentrait, et donc ils sont intéressés. Il y a tous ces gars-là qui cherchent du taf, du boulot et qui veulent, et donc ils sont intéressés. Donc on voit qu'il va amalgamer une espèce de population extrêmement hétérogène, et une armée, c'est tout sauf l'hétérogénéité. C'est de l'homogénéité maximum. Et on voit les bagarres, c'est des scènes de bagarres. Voilà. Verticalité homogène. Ouais. Donc si vous voulez, c'est un truc qui est vertical et qu'homogène. Et là, on a de la transversalité et complètement hétérogène. Donc si vous voulez, son armée, elle va pas être, à part peut-être faire le garde-barrière, mais ça va être relativement compliqué. Regardez, je le disais, les scènes plus spécifiquement d'alcoolisme, où on voit à quel point beaucoup vont à ces recrutements, et ensuite ça continue dans les bus, et ensuite ça continue quand ils roulent en direction de l'Ukraine, en état d'ivresse complète. Ils titubent tous, ils cèdent les uns les autres plus ou moins. Bah. Il y a un côté comme fin du monde. Hein. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur Wagner, etc. Les gens de Wagner, lorsqu'ils partent à l'assaut, ils sont tous à moitié sous. Je veux dire que c'est une vieille tradition aussi russe et en même temps militaire. Quand vous allez au casse-pipe, entre guillemets, on vous donne un verre de rouge, c'est 14-18. Hein, c'est un peu le modèle. Avec des conséquences très marquées. Des envoyés spéciaux à Mariupol nous expliquaient que certains actes commis en fin de journée étaient liés à ça. C'est-à-dire qu'il y avait des unités russes qui étaient dans un tel état d'alcoolisme que leurs actes même n'avaient pas la même maîtrise dans ce qu'ils faisaient en fin de journée. Pas préparé, pas entraîné, mal commandé, avec une stratégie passons va, je veux dire, avec des soldats qui viennent de nulle part. Honnêtement, ils vont vers des difficultés majeures, parce que le front, c'est quand même des armes, et ça tire tout ça. Donc il va y avoir des bavures, il y a des tonnes d'histoires, avec Boutcha principalement, mais il y a des histoires partout. Je veux dire que ce genre de soldats, ça mène nulle part. Moi, j'ai commandé des hommes une grande partie de ma vie. Si vous voulez amener l'homme à rentrer dans un cadre rigide d'une armée, etc., ça présente des mois de travail, ça ne s'improvise pas. L'homme n'est pas interchangeable. Et on va reparler des crimes de guerre dans un instant, mais si on reste à ces circonstances, alors il y a le côté assommoir, inconscience, il y a certains de ces hommes qui sont très conscients de ce qui est en train de se passer. On va entendre certaines de ces déclarations quand ils disent on est de la viande, on est traité, on revient à ce thème de la chair à canon. Поехали, я не отказываюсь. Я военнообязанный. Вы просто поймите меня, кто мою потом семью кормить будет? Ну кто? Жена твоя выйдет и будет работать, если не работает. Что, моя семья государству нужна? Она нахуй никому не нужна, ебаная. C'est intéressant, hein, il faut toujours éviter tout simplisme. Ils sont peut-être d'une condition sociale pas si élevée, ils sont peut-être pas si informés, mais enfin ils se rendent très bien compte de où ils vont, de ce qu'ils risquent. C'est terrible parce qu'ils sont dans la machine. Ils sont rentrés dans une espèce de tuyau, là, c'est une machine à broyer, si vous voulez, une espèce de truc monstrueux. On pensait pas que ça puisse encore exister. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment, on n'est même plus en 14-18, on est même avant. C'est le monde, c'est le Moyen-Âge, on est au XVIe siècle. C'est la levée en masse. Vous voyez, on prend n'importe qui, on lui met une fourche et il vient en avant. Donc le problème, c'est ce genre d'armée, malheureusement. Alors les Russes, enfin les Slaves, si vous voulez, ont des qualités autres aussi. Il faut quand même le savoir. C'est pas non plus, c'est pas nos petits citadins. Donc c'est pas les mêmes personnages. Ils sont rustiques, ils sont violents, rustiques, ils sont physiquement costauds. Bon, bref, donc c'est une armée qui peut... Mais enfin, quand même, il y a un sacré chemin à faire. Il y a un test fameux de Solzhenitsyn, 78, devant Harvard, quand il dit l'Occident a perdu un peu cette notion de courage, alors que beaucoup de ces peuples, disait-il, part de vérité, part de cliché, chacun jugera, mais... Et il mettait dans le lot les Russes, mais aussi les Ukrainiens, les Tchèques, les Polonais, etc., avaient un sens de la dureté de la vie qui faisait qu'ils sont restés plus courageux que nous. Théorie de Solzhenitsyn. Prigojine était dans une prison la semaine dernière pour recruter, ou il y a 15 jours pour recruter. La fin de son discours est complètement incroyable. Il dit il y a deux personnes qui peuvent faire sortir d'ici, c'est Allah ou Dieu. Et accessoirement moi. Donc je veux dire, c'est quand même incroyable. Vous voyez, je veux dire encore une fois, la rhétorique, si c'était pas une réalité, on se dit c'est une blague. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté tellement incroyable, tellement anachronique. On découvre à quel point on a là une puissance nucléaire, et le thème nucléaire est majeur, on va y revenir ce soir. Puissance nucléaire tellement considérable, mais au pied d'argile à certains égards, et qui fait appel à des moyens atypiques. Les unités Wagner, ces miliciens très déterminés, très criminels, que vous avez étudiés de très près, c'est la guerre asymétrique.
Effectivement, c'est très étrange parce que si vous voulez, Wagner, d'abord Wagner n'existe pas au passage. Il faut savoir que Wagner n'est pas, c'est une matrice, c'est un concept. D'ailleurs, on ne sait même pas où ça a été ouvert. Et quand on dit Wagner est au Mali, en fait, on n'en sait rien. On sait qu'il y a des Russes au Mali massivement, mais on ne sait pas si c'est Wagner. Donc c'est devenu une espèce de marque qu'on a mis en place. Et quand on voit maintenant le recrutement de Wagner, c'est vraiment n'importe qui. Autant les premiers mois, les premières années, 2014 en Crimée ou dans le Donbass, 2015 en Syrie, jusqu'à la fin de la Syrie en 2018, si vous voulez, on peut considérer qu'il y avait un recrutement de qualité. Mais depuis, c'est fini. Depuis, c'est terminé. Alors, ils étaient bien payés, $5 000 par mois, donc ça attirait tout le monde. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, les Wagner, c'est vraiment du tout venant. Alors, il y a une espèce de petite trame. Comment ça va se passer pour l'armée russe? Vous avez une espèce de structuration autour des gens d'actifs, autour des professionnels, et puis ils vont amalgamer, si vous voulez, une espèce de troupe mal formée, mal préparée, violente, etc. En finale, si vous voulez, ce sont des armées qui bougent. Pourquoi? Parce qu'il y a une menace. Rappelez-vous les commissaires politiques. C'est vrai qu'à Stalingrad, ils sont glorieux, mais en même temps, derrière chaque homme, vous avez quasiment un commissaire politique avec un nagant et qui vous tire une balle dans la tête si vous reculez. Est-ce que c'est une erreur de les sous-estimer? Wagner, par exemple, réussit au Mali des coups assez incroyables tout de même. C'est-à-dire que la France, à certains endroits, recule, eux avancent. C'est ce qu'on appelle un game changer. C'est-à-dire que l'usage de Wagner a fait que la France a quitté le Mali. On peut tourner ça dans tous les sens. C'est le résultat final. Et c'est vrai que la politique russe, avec ce genre de personnage, c'est complètement déstabilisant. On n'avait pas l'habitude. Vous savez que jusqu'à présent, on avait un double modèle, un modèle qui était simple. On avait un modèle fondé sur 2 piliers, un pilier militaire, bien propre, bien carré, et un modèle diplomatique, géré par le haut. Les Américains, en 2003, ils ont écarté ces 2 piliers. Pourquoi? Parce qu'il y avait les réformes de 90 avec la chute du mur, baisse d'effectifs, baisse de budget. Ils ont introduit des compétences nouvelles qu'ils ont prises à l'extérieur, dans les sociétés. Et donc, ils ont introduit des sociétés privées, des SMP, sociétés militaires privées, qui sont introduits là-dedans. Et ce marché s'est développé, parce que c'est les Russes, c'est les Américains, je viens de le dire, mais c'est les Chinois, c'est les Turcs, c'est les Russes, c'est les Canadiens, tout le monde y est. Alors, les Français, nous, on n'y est pas, parce que notre modèle régalien est tellement régalien, mais on y réfléchit, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'usage d'avoir des troupes comme celle-là permet le déni plausible. C'est quand il y a un problème, c'est pas vous. Et puis quand ça marche, c'est grâce à vous. Et rappelez-vous d'ailleurs, en 2014, quand ils ont pris la Crimée et le Donbass, rappelez-vous, le discours de Poutine, il n'a jamais dit c'est les Russes ont pris le Donbass. Ils ont dit les séparatistes ont récupéré leur pays. Le discours était déjà bien travaillé. Et ça, c'est grâce à des sociétés comme Wagner. Devant le danger nucléaire, est-ce que selon vous, la France revoit un peu sa manière de procéder? J'interrogeais hors caméra un conseiller de l'Élysée qui disait on fait attention que la méthode, le processus reste vivant. Vous ne voulez pas en dire plus, évidemment. Ça veut dire quoi, plus vivant? Vous savez, le problème, c'est que le système français est fondé sur la suffisance. Donc c'est un système qui est assez petit. Globalement, on a 4 SNLE, on en avait 6 jusqu'au présent. Sous-marin nucléaire. Lanceurs d'engins. Donc ceux qui lancent les missiles qui vont intercontinentaux, la grande balistique. Bon. Par parenthèse, le plateau d'Albion, moi j'étais resté vieille génération, c'était le plateau d'Albion avec les missiles qui sortent, tout ça c'est fini. Il y avait une triade qui était une triade terrestre, une triade terrestre qui a disparu également. Il reste les Rafales qui peuvent lancer des missiles et bien évidemment le cœur du cœur qui est quand même quasiment indétectable sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE. Il n'en reste que 4 déjà. Ce qui veut dire que quand vous voulez une maintenance à la mer, il en faut 2 à la mer. Là, actuellement, globalement, il y en a 2, peut-être un 3 à la mer. Donc si le pire doit arriver, disons la force de dissuasion, c'est plus la dissuasion, la force de réponse de la France part de ces sous-marins nucléaires. Oui, alors, encore une fois, les Rafales ont un emploi, ont un rôle. On va dire que ça complète. Mais globalement, encore une fois, il n'y a que les sous-marins qui sont indétectables. Parce que l'avion, il va voler, il va être détecté. Alors, il va voler bas, il est technique, etc. Ils font beaucoup de kilomètres. Mais le problème, encore une fois, le sujet, c'est de rendre totalement indétectables les sous-marins. Mais c'est l'autre technologie, si vous voulez. Un exemple, vous savez ce qui est secret dans un sous-marin nucléaire d'engin? C'est la profondeur à laquelle il est quand il va tirer son missile. Donc le but, c'est de savoir où sont, à quelle profondeur ils sont, et c'est là qu'on va savoir. Et donc tout le but des recherches qu'on fait, c'est de savoir les sous-marins russes, américains, etc., à quelle profondeur ils sont pour tirer leur système. Le premier point. Le deuxième point, donc on a un système. Le deuxième point, c'est que c'est pas une arme d'emploi. C'est une arme politique, c'est une arme qui n'est pas destinée. Si vous commencez à tirer, ça veut dire qu'on a tiré sur vous, sur vos intérêts vitaux. Ça veut dire que c'est déjà Hiroshima généralisé, parce que ces engins-là, ça tire 100 mégatonnes, sachant que Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Donc c'est multiplié par 100, vous vous rendez compte? Mais pardon, c'est une arme d'emploi, mais quand même avec l'idée, même si une hypothèse infime,
qu'elle peut être employée. Sinon, C'est le secret. Et il faut que l'ennemi soit sûr qu'elle va être tirée. qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, quand la France, c'est le télégramme de Brest qu'il a révélé il y a quelques semaines, Bien la placé. France a sorti ses 4 sous-marins nucléaires Au début de la ce qui guerre. était exceptionnel. Qu'est-ce qui se passait là, à ce moment-là, précisément? Là, tout le monde est en alerte. Que 4 sous-marins, ça veut dire qu'il n'y a même plus un sous-marin en maintenance. C'est comme de la maintenance, qui vont partir ensemble 2 semaines. Donc tout le monde était à la mer, et ça veut dire que tout le système s'est mis en route. À l'état-major des armées, à l'Élysée, bien évidemment. Tout le système est prêt à répondre. Pourquoi? Parce que il y a 2 possibilités. Je schématise, bien évidemment. Le premier, un tir de missile tactique sur l'Ukraine. Rassemblement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça rentre dans le cadre de? À mon avis, non. Les rouges, je vous parle, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de la dissuasion. Maintenant, ça se rapproche de chez nous pour toute une série de raisons, par le jeu des alliances, par le fait qu'on tire sur les Américains demain matin avec un missile nucléaire tactique. Est-ce que notre engagement dans l'alliance, dans l'OTAN, ne nous oblige pas à répliquer d'une autre façon? Donc il y a tout un système très compliqué qui fait qu'il y a un dialogue politique qui se met en place entre les alliés pour savoir ce qu'on fait. Ça va durer quelques minutes, pour pas dire un peu plus. Donc il y a un dialogue qui est en place. Très concrètement, encore une fois, sans livrer de secret, mais dans la ligne de ce qu'on peut dire, la discussion a lieu entre qui, précisément? Alors, les 3 principaux personnages, c'est bien évidemment le chef de l'État. Ça, c'est central. Sans lui, ça ne fonctionne pas. Le chef d'état-major des armées et le général commandant l'état-major particulier. Alors après, il y a des divers comme moi, comme l'aide de camp, qui lui est un accompagnateur. Ou bien vous avez même le ministre de la Défense est présent ou pas présent, c'est un accompagnateur. Ou même le Premier ministre peut être là. Mais les 3 personnages, ou même les 2 personnages centraux, globalement, c'est le chef de l'État et le chef d'état-major des armées, qui lui va commander le système. Et là, ça va redescendre à un niveau très bas. Et quelque part dans les profondeurs, le sous-marin va monter à une certaine profondeur et il va se mettre en action, prêt à tirer. Après, il y a tout un processus de vérification, de contrôle. Tout ça, c'est extrêmement bien contrôlé. Mais encore une fois, le problème, il suffit de tirer un missile. Je prends un exemple, si vous voulez. Un SNLE, ça va tirer globalement 10 missiles. Chacun des missiles, si vous voulez, est MIRV. Donc, dans chacun des missiles, vous avez un certain nombre, c'est des secrets, bien évidemment, un certain nombre de missiles qui sont également chacun sur sa cible. Donc, ça fait 10 multipliés, supposons il y en a 8, par exemple, ou 10. Vous vous rendez compte, vous avez 100 missiles qui partent d'un seul coup, avec un seul missile. Donc, tout ça, avec un seul sous-marin. Donc, si vous voulez, c'est quand même très compliqué. Donc, l'objectif, c'est pas de l'utiliser. C'est que votre ennemi, il va être convaincu. Il doit rester, si vous voulez, au niveau conventionnel et pas utiliser l'armement nucléaire. Encore une fois, vous savez, j'en parle bien à mon aise, mais on n'a absolument aucune expérience de ça. Dieu sait, heureusement, ça n'a jamais été testé en vrai. Oui, ça, on est que de la théorie. Ouais. L'importance des sous-marins nucléaires dans la dissuasion, le cas anglais est tellement saisissant, où je ne sais pas combien il y a de sous-marins, mais chacun a une lettre signée du Premier ministre, parce qu'au cas du pire, si le Royaume-Uni est détruit, c'est eux qui sont le restant du territoire national, et ils deviennent la souveraineté. En France, ce serait la même chose. Alors après, on a les dom-toms, etc. Il se passerait plein de choses, etc. Mais enfin, là, c'est un peu le dernier rivage. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Bon, c'est la fin. C'est un peu la fin, quoi. C'est un peu la fin. À ce moment-là, les individus se ressourceront eux-mêmes. Et puis, il faudra un mâle et une femelle. Puis on fera Adam et Ève. Donc, si vous voulez... Alors, sans aller jusque-là, ni la planète des singes avec l'apparition à la fin de Charlton Heston qui dit qu'est-ce qu'ils vont faire. On ne va pas aller jusque-là. On y est. Mais vous avez vécu en étant aide de camp. C'est très important, l'aide de camp. C'est ce que Floyd était pour De Gaulle. C'est l'homme qui est toujours à côté du président. Et notamment pour ça. Pour la sécurité nucléaire, pour les processus très concrets. Rappelons ce moment, donc vous avez fait Mitterrand-Chirac. Oui, absolument. Et quand Chirac arrive, c'est vous qui l'amenez à l'abri Jupiter pour lui expliquer comment ça marche. Alors en fait, il y a 2 moments. Parce que moi, j'ai 2 présidents, donc c'est 2 personnages différents. Le premier, c'est Mitterrand. Et Mitterrand, il est en fin de pouvoir. Donc lui, il est à l'aise. Il connaît ça par cœur. Moi, je ne le connais pas. Donc quand il me reçoit dans son bureau, il me dit, à un moment donné, est-ce que vous croyez que j'ai besoin de vous? Je dis, non, vous n'avez pas besoin de moi, monsieur le Président. Au bout de 13 ans, il y a peu de chance. Il me dit, mais si, mais mon successeur a besoin de vous. Ouais. Et donc pendant 1 an, je vais vous expliquer ce que c'est le métier. Et donc il m'a expliqué, il m'a donné les secrets. C'est lui qui m'a transmis les secrets nécessaires pour être un aide de camp efficace pour transmettre au président Jacques Chirac. Est-ce que l'anecdote est vraie, que lors de la passation précédente, quand il est reçu par Giscard, il aurait oublié le code nucléaire dans son costume qui serait parti au teinturier? Alors c'est un autre grand secret, c'est l'amiral Langsat qui a sorti l'information. C'est pas du tout. Donc si vous voulez, je n'étais pas là, donc je peux pas vous le confirmer. J'adorais, comme je suis un peu bavard, j'adorerais, si vous voulez, que l'anecdote soit vraie. C'est possible. Mitterrand avait beaucoup de recul parce qu'il s'est dit, j'ai mon aide de camp, donc de toute façon l'affaire est réglée. Parce que même quand l'aide de camp est seul, il peut donner les éléments au chef de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Le système est tellement bien fait, il est tellement bien organisé, c'est qu'il peut y avoir une défaillance de l'un des deux. Même à la limite, si je ne suis pas là, ou si je suis là sans le papier, ou sans la machine, etc., il peut me le donner. Donc le système est fait pour que ça fonctionne toujours. Par contre, il faut les deux. Alors,
encore une fois, en dehors de France ou en dehors de l'Élysée, parce qu'à l'Élysée, vous avez tout le système qui est autour de vous. Donc il faut qu'il y ait le moyen de transmission qui soit crypté, il faut que vous ayez l'information, pouvoir discuter. Supposons qu'il est au fin fond de la Côte d'Ivoire. Comment il fait? Il faut qu'il puisse dialoguer avec le chef d'état-major des armées. Comment il le fait à ce moment-là? Il y a un moyen satellite, si vous voulez, à côté de lui, crypté, où il peut communiquer, avoir de l'information, décider, etc. Alors, si c'est pas encore, s'il y a un processus, parce que vous voyez, vous disiez tout à l'heure la mise en alerte des 4 SNLE, donc il y avait un processus, ce qui veut dire que là, le processus, il rentre à Paris tout de suite. Il va pas rester en Côte d'Ivoire, il va rentrer à Paris. On est dans un processus. Si les menaces sont claires, concrètement, les Russes ont déjà tiré quelques missiles tactiques sur l'Ukraine, je veux dire, c'est chaud devant, il va se passer des choses. Donc là, il faut que tout le monde soit prêt. L'armée française se met en marche, enfin, tout le système, c'est une grosse boutique. Encore une fois, dans le nucléaire, c'est le chef de l'État c'est central. Est-ce que vous sentiez chez eux le poids de la responsabilité? Je me rappelle ces mots de Pompidou disant, une fois qu'il a été face à ça, il a dit « je suis un autre ». Il y a 2 moments où ils sont autres. Celui-là et le moment où il y a les premiers morts. Ouais. Et moi, j'accompagne le président Jacques Chirac au moment des morts de Verbania. Il me l'a dit dans l'avion, il m'a dit mes premiers morts, c'est un truc de fou, les familles, etc., etc. Donc les premiers morts, et cette opération-là, vous savez, Napoléon disait, on peut tout faire avec les baïonnettes sans s'asseoir dessus. Le nucléaire, c'est la même chose. On peut tout faire, mais vous voyez, on le fait proprement. À quel moment vous avez senti ça? Et c'est très frappant dans la crise depuis maintenant. Les Russes ont désinhibé complètement ça. Eux, ils prononcent le mot nucléaire toutes les 4 phrases. Ils jouent de ça. Tout le monde espère que c'est du bluff. Il y a l'hypothèse contraire, on va en reparler dans un instant, que ce ne soit pas du bluff. Mais enfin, quand est-ce que vous avez senti cette force même du symbole nucléaire, où il n'y a même pas besoin de passer à l'action, ni même à un plan précis, mais la simple mention du mot change tout? Vous savez, c'est un mot sacré. Et c'est pour ça que le problème des Russes, c'est que c'est l'usage de la vodka, probablement. Et c'est vrai, c'est complètement désinhibé. Le problème, c'est que dans leur doctrine à eux, ils ont intégré le tir en premier et avec des missiles tactiques. Nous, on l'avait également, puisque le Pluton et le Hadès, qui étaient des engins tactiques, si vous voulez, pour l'armée de terre, qui a été supprimé, je crois, en 96. On avait prévu ça aussi. Et on l'a arrêté parce que ça désacralisait, ça permettait l'usage potentiel de l'armement nucléaire. Donc on l'a enlevé, d'autant qu'on allait tirer sur l'Allemagne et que les Allemands n'étaient pas tout à fait d'accord pour qu'on le fasse. Donc il y avait des conditions de discussion avec l'allié allemand. Mais n'empêche qu'on a arrêté parce qu'il fallait que le truc soit sacré. Donc encore une fois, le problème du nucléaire, c'est que on en parle peut-être dans les grandes réunions, parce qu'il y a des accords START, SALT, etc. Il y avait des accords importants où on en parlait sérieusement. Mais il faut que vous soyez sur le même phasage intellectuel. Comment ça s'est passé quand vous avez amené Jacques Chirac dans l'abri Jupiter pour lui expliquer? Alors, premier, il est grand et c'était petit parce qu'ils ont refait depuis. Donc, si vous voulez, c'était compliqué. En plus, le problème, c'est que c'était à l'époque, ça a vraiment changé pour le coup. C'est le président Sarkozy qui a fait ça. Il voulait en faire son war room à un moment donné. Bon, c'était un peu trop petit. Et le truc, c'était qu'il y avait des vieux ordinateurs, il y avait les vieux téléphones à l'ancienne. Il y a quasiment le téléphone rouge. Donc, si vous voulez, donc c'était petit, on tient pas. Vous voyez, c'est un peu le discours, c'est un peu le PC de Churchill à Londres. Donc, oui. C'est le cabinet de guerre. Un peu le cabinet de guerre, voilà. Donc c'était un peu petit. Donc là, il y a eu un premier choc. Puis comme il est grand, il avait beaucoup de prestance, 1m92 quand même. Donc si vous voulez, il fallait qu'il se pose quelque part. Donc c'était petit. Donc il a senti tout de suite que c'est pas là que ça allait se passer. D'autant que vous savez que ce PC Jupiter a été créé que tardivement, dans les années 60, si vous voulez. Donc c'est une construction qui est récente. Donc c'était une espèce de couloir avec 2-3 petites salles, point final. Maintenant, ça a été aménagé. Et aujourd'hui, le chef de l'État peut coordonner des opérations au Mali ou ailleurs à partir de cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a des transmission sécurisée. C'est une salle sourde dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Il est impossible d'entendre ce qui s'y passe, etc. Donc c'est totalement sécurisé. Vous avez le regard de l'histoire. Chirac, Mitterrand, la relation avec la Russie, ça en dit beaucoup sur une certaine tradition française. On dit parfois philo-russe. Et on le sent encore aujourd'hui. On n'est pas sur la ligne des Américains notamment. Et vous observiez ça notamment chez Chirac. Chirac, il parlait russe, il maîtrisait quelques mots. Et puis Yeltsin était dans sa catégorie. Alors je ne dis pas dans sa manière de gérer, mais dans sa manière, dans sa taille, etc. Yeltsin, c'était un ours, c'était une espèce de géant incroyable avec une voix de stentor, très impressionnant. Chirac indulgent, par exemple, sur la Tchétchénie. Quand on revoit les archives aujourd'hui, ça paraît. Alors il y a ceux qui approuvent ça, d'autres qui vous disent qu'il y avait une sorte de myopie, d'aveuglement devant le danger russe. Oui, en plus c'était une guerre absolument atroce. Enfin, le problème de Chirac, c'est qu'il voulait vraiment.
son truc, c'est qu'il avait vraiment l'exemple du général de Gaulle, faire une Europe, si vous voulez, jusqu'à l'Oural, donc de la Bretagne à l'Oural, pour être... Et il pensait qu'il le voudrait. Et puis la Russie, dans un tel état, il n'en a pas rajouté. Mais il a œuvré, moi, le temps que je l'ai vu, il a toujours œuvré pour aller voir Yeltsin. Je me rappelle un jour, on rentrait d'Asie, on a détourné l'avion, on s'est posé à Vnukovo, on a été dans la datcha c'était le mois d'avril, un truc comme ça, il faisait très froid, alors on arrivait d'Asie avec nos petites chaussures, etc. Et on était dans la datcha, là il est tombé dans les bras de Yeltsin, et après ils ont été discutés, vous savez où, dans le sauna, et j'étais le chercher, il était dans l'eau chaude jusque-là, à boire peut-être de la vodka ou ailleurs, mais je veux dire que la relation de Jacques Chirac avec les Russes, c'était une relation physique, épidermique, et ça les Russes adorent. Il y a un tropisme, ce sont des romantiques. Il y a un tropisme très profond là. De Gaulle en 66, allant en Union soviétique, tenant des propos étonnamment, non pas pro-soviétiques, mais de réunion avec les soviétiques. Enfin, il avait été suffisamment tracassé par les Américains pendant toute la guerre pour leur donner un petit coup de pied, un petit coup de pied dans les années qui ont suivi. C'était aussi ça le jeu. Mais c'est vrai que Jacques Chirac, à cette époque-là, on n'était pas dans l'OTAN. Donc on était capable d'avoir une espèce de politique un peu décalée par rapport à l'OTAN, par rapport aux États-Unis. Et Jacques Chirac a essayé de le faire. Mais il a aussi essayé de le faire au Moyen-Orient quand il a été à Jérusalem en 96. Donc il avait la vocation pas de chausser les mêmes chaussures que le général de Gaulle, bien évidemment, mais il avait l'ambition de rapprocher, d'autant que en 95, si vous voulez, comment dire, la Russie, à l'époque du URSS, est en pleine implosion. Il faut soutenir. Je veux dire, il fallait être présent. Et ça, Jacques Chirac l'avait vraiment en tête. Et vous avez vécu ça aussi avec Mitterrand. Un de ses derniers actes publics, c'est quand il va à Moscou le 9 mai. Oui. Pour la commémoration de la victoire. Absolument, le 9 mai, il y va, et puis c'est un grand dîner, il n'a pas la force, si vous voulez, mais il fait un discours aussi magnifique, parce que le président Mitterrand avait une qualité incroyable qui était le verbe, il avait un verbe incroyable. Donc la veille, à Berlin, il a fait un discours sur la réconciliation des deux armées, où là, il avait été d'ailleurs très critiqué. Un mot, on peut lire ça, cette déclaration, parce qu'elle en dit beaucoup sur une certaine mentalité française qu'on entend encore aujourd'hui, dans la guerre actuelle, dans la guerre de Russie, cette déclaration qui est inouïe, parce qu'il dit en fait, comme vous dites, quelque chose qui a été tellement critiqué à l'époque. J'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, peuple nazi à l'époque, ses vertus, son courage, et peu m'importe son uniforme, disait-il, et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. C'est énorme. Vous savez que dans cette salle, le jour de son discours, vous savez que Mitterrand était quand même très malade. Donc il était extrêmement fatigué, il avait d'énormes difficultés, etc. Deuxième chose, c'était une salle, comme toujours, avec... on va dire des happy few, comme on dit. Donc, il y avait, tous les alliés étaient là, il y avait tous les chefs d'État. Kohl était devant. Qui avait des larmes. Mais tout le monde était là. Exactement. C'est ce que je voulais vous dire. Et donc tout le monde parlait, le président parlait doucement, les gens n'écoutaient pas. Et d'un coup, la force de la parole, c'est incroyable. J'ai vu le silence se mettre en place parce que le poids des mots était tellement incroyable que les gens écoutaient et ça a déclenché une émotion. Alors chez les Allemands, bien évidemment, mais chez tout le monde, une émotion absolument incroyable. Et il pouvait même pas, je me rappelle, il était accoudé comme ça, et il parlait tout doucement. Donc ça forçait les gens à tendre l'oreille. Et c'est là qu'on voit comment dire, la force des mots, de la pénétration des mots. Encore une fois, ce discours était totalement non préparé. Et là, ce qu'il dit là, ces mots-là, parce qu'il parle des gens qui étaient sous l'uniforme nazi, ils étaient courageux, ils acceptaient la perte de leur vie pour une cause mauvaise, mais leur geste à eux n'avait rien à voir avec cela. Ils aimaient leur patrie. Ouais. J'ai pris cette citation dans mon bouquin que j'ai sorti sur cette période, et c'est extrêmement troublant. Mais il faut savoir que ce discours, le président Mitterrand a été extrêmement attaqué sur le sujet. Est-ce que ça n'en dit pas sur une certaine approche française qui n'est pas celle des anglo-saxons? Les anglo-saxons sont dans l'affrontement, qui a raison, chacun jugera, mais l'affrontement complet. Et actuellement, avec la Russie, c'est la même logique. Vous avez vu Rasmussen il y a quelques jours, ou même le président américain qui a reproché au président Macron d'avoir proposé de ne pas humilier la Russie. Moi, je trouve qu'il faut pas. Est-ce que c'est nécessaire d'humilier la Russie, qui est un grand peuple, etc., un grand pays? Donc, bien évidemment, il faut. La paix s'inscrira. On va pas raser. C'est un peu le problème des Américains. Ils sont je trouve un peu dans cette affaire-là, comme ils sont détachés. Pourquoi? Parce qu'il y a une Europe et il y a un océan Atlantique. Donc, on voit les choses un peu stratégiquement. Et cependant, est-ce que l'histoire ne leur donne pas raison? C'est-à-dire, c'est la force in fine, c'est vraiment la loi du plus fort. Et la Seconde Guerre mondiale l'a montré. S'ils n'avaient pas été là, les Russes aussi, évidemment, grand courage des Soviétiques, mais on l'a mentionné. Mais de l'autre côté, s'il n'y avait pas eu le débarquement... Il n'y a rien à leur reprocher, mais chaque fois, il se revient un petit peu tard. Là, j'ai peur qu'ils soient un peu en avance.
Il y a un risque et une prise de risque excessive selon vous? Moi, je trouve que ça va très loin. Encore une fois, je ne suis qu'un observateur, mais je trouve que ça va très loin. Je pense qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme dans la chasse. Dans la chasse, il faut toujours que ou dans une manifestation, il faut qu'il y ait des portes de sortie. Si tout est fermé et bloqué, on rend le système fou. Et malheureusement, je crains qu'on est dans une situation, on a mis vraiment Poutine dans les cordes. Il a un état-major qui est vraiment une catastrophe. Je veux dire que cette guerre, c'est ni fait ni à faire. Il a fait ça en dentelle. Il est arrivé, il a cru que les Ukrainiens allaient l'accueillir à bras ouverts. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis il n'a pas vu les États-Unis derrière. Et puis il ne voit pas aussi le problème de la Chine qui est en train de l'abandonner. Depuis une semaine, la Chine a annoncé que c'était fini. Tout le monde récupère ses billes. Complet. On a entendu une nuance critique dans ce que vous dites des États-Unis. En même temps, leur capacité d'engagement. Est-ce que de fait, il faut le reconnaître, par exemple, que là maintenant sur le terrain, ce qui est en train de changer, c'est que c'est une guerre en grande partie américaine. Munitions américaines, armement américain, renseignements américains. À 100%. Et non seulement ça, mais en plus, c'est une démonstration de leur matériel. Il y a un engagement politique, un engagement extrêmement puissant, et au-delà de ça, une démonstration de leur matériel. L'HIMARS, par exemple, vous avez quand même 6 roquettes qui partent à 100 km, à 80 km, et ces roquettes, si vous voulez, elles ont chacune un destinataire. Vous avez un avion quelque part qui vole et qui donne des coordonnées en vol, et on peut changer éventuellement les coordonnées. Donc, il y a une précision incroyable. Donc, si vous voulez, espèce de démonstration, malheureusement, moi, je me souviens de la Deuxième Guerre mondiale, comme tous les militaires, on a une référence historique. La guerre d'Espagne, c'était un petit peu ça. On a testé tout ça. Et je pense malheureusement qu'il faut comme toujours laisser de la place à la diplomatie et à la politique. Je rappelle la nouvelle du jour, c'est Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qui va un peu plus loin en matière nucléaire, en considérant que toute utilisation d'armes nucléaires par les Russes aura des conséquences catastrophiques pour la Russie. Et il précise même s'il s'agit d'une arme nucléaire tactique en Ukraine, donc sans qu'il soit besoin de frapper un pays de l'OTAN, il y aurait une réponse décisive des États-Unis. La France est particulière, il faut rappeler quand même le rôle de De Gaulle ici. Dans le nucléaire civil, on rappelle souvent l'héritage de De Gaulle, et là, la France a une place particulière grâce à lui, à 100%. Encore aujourd'hui, vous êtes dans l'OTAN, vous n'avez que deux pays qui sont propriétaires de leur nucléaire, c'est la France et les États-Unis. Après, vous avez toute une série... Le Royaume-Uni, quoi, ils sont un peu dépendants des États-Unis, c'est ça? Totalement, bien évidemment. Enfin, les Anglais ont acheté la technologie, donc c'est à eux. Mais par contre, vous savez qu'il y a de l'armement nucléaire qui a été réparti en Europe. C'est un secret qui a été trahi, pas par moi, il y a quelques années. Vous avez de l'armement nucléaire, des missiles aux Pays-Bas, en Italie, en Turquie. Vous en parlez, regardons la carte. Ces pays, c'est ce qu'on appelle le nucléaire partagé. Oui, c'est-à-dire que ça, ce sont des pays qui n'ont pas la souveraineté, contrairement à la France, mais il y a sur leur sol, et l'Italie, c'est très important, puisque les élections, ce soir, ça joue un rôle très important. À Guédi, à Aviano, il y a des bombes américaines, des B-61, qui peuvent être transportées par avion. À Incirlik, c'est encore plus secret, parce que là, évidemment, en Turquie, c'est très compliqué. Eux n'aiment pas le dire, mais enfin, il y a une forte probabilité qu'il y en ait. L'Allemagne. Voilà. Allemagne, à Buchel, aux Pays-Bas, en Belgique, ce sont des armes nucléaires sur le sol américain. Il y en a assez peu, je crois. Commandement américain, en principe, c'est avec l'autorisation du pays locataire, si on veut, mais voilà. Vous savez que les États européens que vous citez là, avec la Turquie, qui n'est pas européenne, bien évidemment, si vous voulez, ils ne l'ont jamais dit. C'est un secret, et je pense qu'il y a une étude qui avait été faite, ça avait été révélé, et c'est sorti comme ça, et on le sait depuis quelques années. Je crois que ça fait une dizaine d'années qu'on sait qu'il y a de l'armement nucléaire. En termes de souveraineté, c'est une question cruciale, parce que pour la France, c'est clair, la France décide seule si elle devait ou non tirer une arme nucléaire. Dans ces pays-là, est-ce qu'on imagine en quelques minutes que les États-Unis puissent consulter le gouvernement italien ou consulter le gouvernement néerlandais? Évidemment que non. Et là, c'est les accords qui ont été préétablis. En cas 2, c'est l'alliance de l'OTAN qui va fonctionner. Donc en cas 2, ça fonctionne. Et de toute façon, ce sont des vecteurs américains, des bombes américaines et des cibles mises en place par les Américains. Par contre, il peut y avoir maintenant une espèce de... Les Allemands en ont parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'ils ont annoncé les 100 milliards d'euros qui avaient été investis sur le budget de la défense. Il était question d'avoir un avion, c'est pour ça qu'ils ne prenaient pas l'avion français, d'avoir un avion F-35 qui puisse éventuellement porter l'armement nucléaire. Ce qui veut dire que les Allemands envisageaient éventuellement de porter l'arme nucléaire sur un ennemi potentiel. Le cas de l'Italie est très parlant. Regardons ce qu'il en est de l'Italie très précisément, parce que là, on comprend l'immense différence avec la France et l'importance de l'enjeu nucléaire pour tout le continent, parce qu'en Italie précisément, il y a les bases dont on parlait. Regardez, les principales bases des États-Unis et de l'OTAN en Italie. Et ça dit à quel point le vote de ce soir, on va le découvrir en direct dans quelques instants, quand il tombera, ce sera plus tard dans la soirée, sera crucial. Il y a les deux bases de Guédi et Aviano, là où sont les bombes. Mais il y a aussi à Gaët, la 6e flotte des États-Unis, qui est absolument capitale pour faire face à la Russie.
Naples aussi, l'état-major, c'est juste très très important. Encore une fois, vous savez, je ne pense pas que le vote de ce soir va modifier quoi que ce soit dans la répartition, alors, sauf s'il se passe n'importe quoi, mais je vois mal les Italiens... Non, ils ne remettront pas ça en cause. Oui, ce que je veux dire, ça ne changera pas grand-chose. Ça montre que les États-Unis sont très attentifs à ce qui se passe en Italie pour leur raison, de même que l'Union européenne. C'est le nucléaire, quoi que ce soit, ils sont attentifs. Je veux dire que c'est pas un sujet, on ne plaisante pas. Encore une fois, les baïonnettes avec Napoléon. Donc encore une fois, je pense que... Par contre, ce qui va se passer, c'est que ces tensions, si vous voulez... vont avoir un élément déterminant sur les armées européennes et l'armée française. Et bien, c'est le troisième grand choc. Je veux dire que l'histoire ne sera plus jamais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chancelier allemand qui l'a dit, plus rien ne sera jamais comme avant. On va retransformer nos armées, on va changer le système. La loi sur la programmation militaire, les discussions sur le budget qui vont arriver là à l'automne, elles vont être décisives. Quel modèle d'armée on veut? Est-ce qu'on veut de l'armement en plus, etc. Donc toutes les choses vont changer et tout ça, ça va rouler sur le tapis quelque part. Alors, rappelons que le champ de bataille aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Ludmila Tokieva nous rejoint, représentante ukrainienne. Merci beaucoup d'être là. Je crois que vous soyez ici, c'est bien ça, non? Non, je crois que c'est ici, vraiment, parce qu'ensuite... Vous prenez ma place, peut-être? Non, pas du tout. On continue la discussion. Merci beaucoup, Ludmila Tokieva, d'être là. Vous représentez l'Ukraine, évidemment, le peuple ukrainien qui est en guerre. Cette déclaration, relisons-la, celle de Jake Sullivan ce soir, qui montre à quel point les États-Unis s'engagent un peu plus dans le bras de fer mondial quand ils disent, voyons précisément les mots qui sont utilisés, l'utilisation de l'arme nucléaire aura des conséquences catastrophiques pour la Russie, l'Amérique et ses alliés. Voilà, toute utilisation d'armes nucléaires aura des conséquences catastrophiques pour la Russie. L'Amérique et ses alliés agiront de manière décisive si la Russie utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine. Et pour la première fois, il le précise bien, c'est vraiment simplement pour une utilisation en Ukraine, pas seulement sur un pays de l'OTAN, il y aurait une réaction dans tous les cas. Oui, je pense que le président Zelensky, quand il s'est exprimé à l'Assemblée générale de l'ONU, il a très bien dit que le nucléaire aussi, c'est la question pas que de l'Ukraine maintenant, mais le nucléaire, ça sera un effort collectif pour justement faire le preuve de dissuasion pour que Poutine n'aille pas plus loin. Et on est très conscient en Ukraine que si Poutine il veut frapper et il utiliser une arme tactique nucléaire, ce sera plutôt sur l'Ukraine qu'il va essayer de le faire. On n'a pas d'illusion sur cette question-là. Et c'est pour ça que l'effort collectif derrière, et comme ce qui était dit par Jake Sullivan, c'est très important pour montrer quelle est la réponse face à une manipulation et une telle peur que Poutine est en train de s'installer partout. Est-ce que vous ressentez ça comme un soutien américain? C'est-à-dire que les États-Unis sont, dans l'engagement à vos côtés, sont passés à l'échelon supérieur? Je dirais que l'engagement des États-Unis, il est plutôt stable dans le sens où comment nous, les Ukrainiens, on voudrait voir cet engagement se développer dans les contextes qu'on vit. Et face à l'escalade que Poutine il est en train de faire, avec la mobilisation partielle qui est en fait générale, avec le fait qu'il est prêt à reconnaître les soi-disant référendums dans les républiques fantoches, ça, c'est très important dans le sens symbolique. Et pour nous, la réponse mesurée de la part de l'Occident, c'est très important. Et effectivement, les États-Unis, comme c'était déjà dit aussi sur ce plateau, ils sont en élément de voûte quand même de cette structure qui fait aussi face à ce que Poutine a enclenché en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que nous vivons un moment d'escalade générale? Il y a la déclaration américaine, il y a les référendums d'annexion unilatérale russe, on va en parler, et il y a cette immense mobilisation avec ses faiblesses, mais quand même tellement immense, 1 million, peut-être 1,5 million. C'est ça. Oui, parce que justement, selon l'Institut britannique de guerre, ils disent que Poutine, il a la capacité de mobiliser jusqu'à 18 millions, même plus de ça. Et ce qui se passe, c'est que les Russes, ils ont compris, je pense, la chose, parce que la mobilisation partielle, elle n'est pas du tout partielle. Vous regardez dans les régions de Bouriatie ou à Daghestan, les manifestations qui sont très impressionnantes, parce que c'est tout le monde qui a fait le service ou pas fait le service militaire qui est en train maintenant d'être emballé dans les bus pour être emmené, on dit, après les 2 semaines d'entraînement. Mais quel type d'entraînement? On sait déjà très bien qu'il y a déjà certains camions, certains bus qui arrivent vers les positions de l'armée russe déjà sur le territoire ukrainien. Alors il n'y a pas d'illusion sur ça.
Est-ce que ces images-là vous rassurent par le côté désordonné? On a une très grande puissance militaire, mais qui visiblement n'est pas capable, à ce stade, de faire un recrutement tellement organisé. Mais le désordre, l'alcoolisme, la résistance assez passive, il n'y a pas d'acte de résistance massif, à part le Daghestan, on va y revenir. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que le régime de Poutine est en train de faire vraiment envoyer les personnes à l'abattoir en Ukraine. Et ces personnes-là, en l'occurrence, elles ne réagissent pas à ce qu'ils puissent changer quelque chose. Ils fuient. Ce n'est pas une réponse, je dirais, adoptée à ce qui se passe, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les forces de l'ordre dans toutes ces circonstances-là, dans la région, par exemple, pour justement faire pression sur le pouvoir en place, qui n'a pas du tout l'intérêt de ce peuple comme son priorité. Alors, est-ce que c'est rassurant pour nous? D'un côté, oui, ce ne sera pas une armée professionnelle, comme le général Zaluzhny a dit. On a déjà combattu, on a, je pense, pris la victoire sur l'armée professionnelle, mais là, ce sera l'armée des amateurs. Et on peut la vaincre aussi.